4e exposé. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Yves Réchet, donc, qui est un collègue puisqu'il est professeur à Grenoble INP, mais il n'est pas que ça, titulaire d'une chaire au Collège de France, au commissaire récemment, membre de l'Académie des sciences, récemment nommé haut commissaire à l'énergie atomique, donc au CEA, donc un emploi du temps, j'imagine, assez chargé. Et donc je vous remercie particulièrement de faire une intervention sur, intitulée « Matériaux et procédés dans la conception des produits industriels ». Par contre, si vous aviez un micro, ça me permettrait de regarder... Oh non, c'est bon. Merci. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que je vais vous parler de choses que vous avez envie d'entendre, mais on va me demander de vous parler de matériaux et de procédés. Je fais partie des fossiles qui pensent qu'une industrie, ça sert aussi à fabriquer des choses, et que les choses, on les fabrique avec des procédés, avec des matières. Alors, attendez, comment j'avance? Voilà. Il va y avoir 5 messages dans cet exposé. Le premier message, c'est qu'une bonne connaissance des matériaux et des procédés et de leurs interactions est absolument essentielle au développement de produits industriels performants. Alors on va essayer de regarder ça sur un exemple très simple. Si vous voulez faire une roue, vous avez essentiellement deux grandes manières de faire des roues de voiture. Vous avez des roues en acier qui sont obtenues par des tôles qui sont embouties, roulées, soudées. Et vous avez des roues en alliage d'aluminium, on les appelle communément roues en alliage, comme si les aciers n'étaient pas des alliages, qui sont obtenues en moulant de l'aluminium dans un moule. Si vous allez voir un spécialiste de l'acier avec une roue moulée ou un spécialiste de l'aluminium avec une roue emboutie, roulée, soudée, vous êtes à peu près certain qu'il ne pourra pas la faire dans l'autre matériau. Donc ça veut dire que le problème du choix des matériaux ici est absolument essentiel, et du choix des matériaux en termes de matériaux couplés avec le procédé. Un autre exemple qui est assez intéressant ici, c'est que la roue en aluminium, en fait, malgré le fait que l'aluminium est plus léger, a une densité plus faible que l'acier, la roue en aluminium est légèrement plus lourde que la roue en acier. Alors vous allez me dire pourquoi on réussit à vendre des roues en acier, des roues en aluminium qui sont plus lourdes et qui sont plus chères, c'est simplement qu'elles sont plus jolies. Alors, donc, le point que je voulais faire ici en disant il est absolument impératif de se poser la question du choix du matériau et du choix du procédé dès le départ de la conception, c'est qu'en fait, quelque chose qui est relativement nouveau depuis la seconde moitié du XXe siècle, et qu'on a véritablement l'embarras du choix. On a à peu près 50 à 100 000 matériaux disponibles, à peu près une dizaine de milliers de procédés. Alors vous pouvez voir l'embarras du choix comme un atout, ça veut dire que ça vous donne des tas de possibilités pour fabriquer des tas de choses. Vous pouvez aussi voir ça comme un obstacle, c'est-à-dire la difficulté d'avoir à choisir. Alors évidemment, là vous avez le conflit entre le bureau d'études et le service achat, le bureau d'études voulant acheter de plus en plus de choses variées pour être de plus en plus performant, et le service achat préférant en avoir de moins en moins de fournisseurs avec de moins en moins d'items. Alors, la situation actuelle, donc je vous dis, est un hyper choix des matériaux d'une part, une situation qui est très hautement compétitive entre les différentes classes de matériaux, de plus en plus des cahiers des charges qui sont de plus en plus contraignants, et on demande de plus en plus le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, c'est-à-dire vous demandez aux matériaux de faire des choses qu'ils ne sont simplement pas capables de faire. Donc ça nous amènera à des développements nécessaires dans le domaine. La force motrice de développement est amplifiée par des nouvelles demandes. Alors vous avez toutes les demandes qui sont liées par exemple à la réduction de la consommation de carburant dans le transport. Vous avez les demandes qui sont liées, qui sont sociétales, qui sont les demandes qui sont liées à un impact environnemental le plus faible possible. Vous avez des demandes qui vont être associées à une demande de sécurité par exemple. Et toutes ces choses-là vont vous porter des exigences sur les choix techniques que vous allez faire pour le développement de vos produits qui sont drastiques. Deuxième message, donc le choix des matériaux et des procédés, couplé, structuré, objectif, et le passage obligé vers une conception performante. Alors on va juste faire un petit dessin, vous imaginez que vous avez à embaucher quelqu'un. Donc ce schéma-là, c'est un peu un schéma de choix conjoint de matériaux et de procédés. Vous allez avoir une première étape qui consiste à essayer d'éliminer ce qui ne va pas marcher. Si vous devez fonctionner à 500 degrés, ce n'est pas la peine de penser à des polymères. Et si vous voulez faire quelque chose qui est la taille de la tour Eiffel, ça semble une idée modérément pertinente de faire ça par déposition en phase vapeur. Donc vous allez avoir une première une élimination de différents choix simplement parce qu'ils ne sont simplement pas possibles. Maintenant, ça vous laisse des choix qui sont éventuellement possibles, et ces choix, il va falloir les classer. Alors, les classer, ça veut dire que vous allez être obligé de définir une métrique dans l'espace des procédés, une métrique dans l'espace des matériaux.
Alors dans l'espace des matériaux, la métrique qui est classiquement utilisée est une métrique qu'on appelle une métrique d'indice de performance. C'est-à-dire vous allez définir un certain nombre d'items dans votre cahier des charges qui sont des astreintes, des objectifs, des variables libres et des variables liées, et à partir de là, vous allez définir des combinaisons de propriétés qui mesurent la pertinence d'un matériau pour un des items du cahier des charges. Se pose évidemment la question après de se dire un cahier des charges, ça fait au moins une cinquantaine d'items, donc il faut faire un problème de choix multicritères. Il faut pouvoir construire d'une certaine manière le front de Pareto de vos solutions, et essayer de savoir sur ce front de Pareto quel est l'endroit où se trouve la méthode, où se trouve le choix optimal. Du côté des procédés, l'équivalent de ce que sont les métriques d'indice de performance, c'est une estimation simple relative des coûts. Alors, je dis bien une estimation simple des coûts, ça ne veut pas dire que ces choses-là vont vous permettre de dire combien va vous coûter une portière de voiture, c'est quelque chose qui va vous permettre de comparer les différents procédés pour réaliser une portière de voiture. Alors, vous sentez bien que ici, de la même manière, vous allez avoir très fréquemment des problèmes qui vont être soit des problèmes multi-astreintes, vous allez par exemple avoir des pièces qui ont à la fois une bonne rigidité et une bonne solidité, mais vous avez aussi des problèmes multi-objectifs, par exemple une pièce doit être de petite dimension, légère et à coût minimal. Donc là vous sentez que vous vous trouvez dans une situation où vous avez à évaluer les coefficients d'échange, combien vous êtes prêt à payer pour alléger une pièce dans un avion. Alors, le troisième message, c'est que le couplage des matériaux et des procédés est absolument essentiel. On a des exigences nouvelles de fonctions combinées. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est une évolution du monde des matériaux qui est que on vivait dans un monde assez confortable. Au domaine de la science des matériaux, on décidait que les matériaux étaient soit fonctionnels, soit structuraux. Maintenant, on est dans une situation où de plus en plus, on est dans un domaine un peu flou, c'est-à-dire on demande de plus en plus de fonctions structurales, d'attributs fonctionnels aux matériaux de structure. Alors, le cas classique, c'est de mettre des fibres optiques dans un composite à matrice polymère à renfort fibreux pour pouvoir en suivre l'endommagement. Mais il y a très peu de configurations où un matériau, vous ne lui demandiez pas aussi, par exemple, une fonction de durabilité. Un des problèmes qui limite les problèmes de miniaturisation des circuits en microélectronique, c'est le problème de la durée, de la résistance mécanique, si j'ose dire, des interconnexions en cuivre, par exemple. Donc vous êtes dans une situation où la dichotomie habituelle entre les matériaux fonctionnels et les matériaux de structure devient de plus en plus diffuse. Ça veut dire quelque chose sur la manière dont on doit former les ingénieurs matériaux, d'ailleurs. Alors, je continue. Voilà un diagramme classique du type de problème qui se pose. Alors ça, c'est un problème archi classique dans le domaine de l'industrie automobile. Vous voulez avoir des pièces dont vous voulez, on est typiquement dans le cas du beurre, de l'argent du beurre et du sourire de la crémière, vous voulez avoir une pièce qui est très facilement formable et dont vous aimeriez qu'elle ait des bonnes propriétés mécaniques. Manque de bol, physiquement, quand vous avez une limite d'élasticité élevée, vous avez une formabilité faible. Donc ça veut dire que vous êtes obligé, vous avez une situation où les matériaux de structure que vous allez utiliser, et là j'ai pris des matériaux de structure, une toute petite classe de matériaux de structure qui sont les aciers qu'on utilise dans l'automobile, eh bien vous voyez qu'on a une espèce d'anticorrélation entre deux propriétés que vous recherchez, une propriété qui est la déformabilité, une propriété qui est la résistance mécanique. Et l'anticorrélation, ce que j'appelle la courbe en banane, c'est que les matériaux qui sont très durs sont peu formables et les matériaux qui sont très formables sont pas durs. Et en fait, ce que vous essayez de faire, c'est de sortir de cette contradiction. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de... excusez-moi. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'aller dans cette direction-là pour sortir de la courbe en banane. Alors ça, c'est un cas de figure où fondamentalement, on essaye de le faire en changeant les matériaux. Ça, d'une certaine manière, c'est la réaction classique du métallurgiste, c'est de dire j'essaye de trouver une combinaison, ben, j'essaye de trouver une nouvelle composition, une nouvelle microstructure pour essayer d'avoir un meilleur compromis entre les différentes propriétés. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous montrer à quel point la science des matériaux ne peut plus se passer du problème du couplage avec le procédé. C'est le cas qui est aussi classique, qui est le cas d'augmenter la température de fonctionnement des moteurs d'avion. Alors vous pouvez toujours essayer de demander à un Parlement avec la majorité qu'il faut de voter une autre loi que la loi de Carnot, ça ne marche pas. La seule manière d'avoir une machine thermique qui marche mieux, c'est d'augmenter la température. Alors voilà un cas de figure qui est particulièrement spectaculaire, qui est le cas de figure de l'augmentation de la température de fonctionnement des moteurs. On pourrait parfaitement faire une loi de Moore de ce truc-là, soit dit en passant. L'augmentation de la température de fonctionnement des moteurs, on a commencé bien évidemment à augmenter la température de fonctionnement des matériaux, essayer d'avoir des matériaux qui tenaient de plus en plus au fluage.
Et puis, en fait, une chose qui est très intéressante, que le métallurgiste déteste dire, c'est qu'à partir, grosso modo, des années 90, ce qui a permis d'augmenter considérablement la température de fonctionnement des moteurs, ça n'a plus été d'augmenter la température maximale de fonctionnement des matériaux, ça a été de refroidir les hommes de turbine. Ça a été de mettre en place des barrières thermiques qui permettaient de garantir une température de fonctionnement du moteur qui était beaucoup plus élevée que la température maximale de fonctionnement du matériau dont on faisait les moteurs. Et là, vous voyez qu'on est dans une situation où, pour pouvoir répondre à une sollicitation technique, ça n'avait plus de sens de demander simplement la réponse à un métallurgiste ou à un spécialiste des céramiques. Il fallait demander la réponse à la fois au métallurgiste, au spécialiste des céramiques, au concepteur du moteur, à un spécialiste de mécanique des fluides, c'est-à-dire avoir une vision système de l'ensemble. Alors, quatrième message, ce que je voudrais vous faire passer maintenant, c'est l'idée qu'on a une évolution. Alors là, on va repartir loin en arrière. Mettons-nous à l'époque de l'homme préhistorique. L'homme préhistorique qui prend un silex, il prend le machin qu'il a par terre, et s'il manque de bol, il se trouve à un endroit où il y a du grès, ben, il ne va pas pouvoir avoir un outil avec des arêtes tranchantes. Donc là, on est dans la logique du matériau de rencontre. Après, un passage qui a été du matériau de rencontre au matériau optimisé, c'est-à-dire on a fait des aciers plus ou moins performants, des alliages d'aluminium plus ou moins performants, des polymères plus ou moins performants. Chacune des classes des matériaux s'est optimisée. On s'est trouvé dans une situation où on avait après à choisir entre différentes familles de matériaux optimisés. Donc cette progression, c'est une progression du matériau de rencontre au matériau optimisé, puis au matériau choisi. Et maintenant, on est dans une situation où les exigences qu'on a sur les cahiers des charges nous conduisent à avoir des matériaux sur mesure. Et je crois que c'est une évolution très profonde de la science des matériaux, mais qui est aussi une évolution très profonde des liens que la science des matériaux avec les autres disciplines. Donc on est arrivé, je pense que l'avenir de la discipline, c'est de développer des matériaux sur mesure. C'est-à-dire on est arrivé dans cette partie de la chaîne, là-haut, matériaux sur mesure, à partir du matériau de rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est passé de là à là? La force motrice, c'est de demander de plus en plus des matériaux multifonctionnels. La conséquence de ça, c'est qu'on a ouvert une boîte de Pandore avec un certain nombre de stratégies pour développer des matériaux sur mesure et que de plus en plus, la modélisation, la simulation est devenue un outil de développement de ces matériaux sur mesure. Alors là, je ne suis pas en train de vous parler d'un futur hypothétique, je suis en train de vous parler de ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc voilà un dessin que j'aime bien, qui est pour vous montrer à quel point on ne peut plus raconter l'histoire simplement d'un petit bout de la lorgnette. Vous voyez ici des échelles d'espace. Vous avez ici tout ce qui se passe en dessous du micron. Le domaine du métallurgiste, ça a été de descendre jusqu'au nanomètre et de jouer sur les microstructures, entre quelques microns et le nanomètre. Si maintenant vous regardez le domaine du mécanicien des structures, le domaine des mécaniciens des structures était typiquement au-dessus du centimètre, voire au-dessus du mètre, et d'essayer par exemple d'optimiser les formes. Et vous avez toute une espèce de no man's land ici, qui a été très largement sous-exploré par rapport à l'incroyable richesse qu'on a de toutes les fonctions de raidisseur qu'on a dans l'aviation, ou l'incroyable richesse qu'on a de toutes les fonctions de microstructure qu'on a dans la métallurgie, qui est cette espèce de domaine ici, que j'appelle les matériaux architecturés, où vous allez essayer d'une part de développer des microstructures qui sont variables dans l'espace sur des échelles d'espace qui sont comparables aux dimensions du composant, et ça peut être un composant macroscopique aussi bien qu'un composant de taille de quelques centaines de microns. Et vous avez aussi ce que j'appelle les structures hybrides, qui sont des associations de matériaux avec une géométrie donnée pour répondre à une fonction donnée. Exemple, vous voulez faire un matériau qui est capable de travailler sur l'écrêtage de la consommation d'électricité dans un bâtiment. Vous avez besoin d'un matériau qui a à la fois une forte inertie thermique et qui a aussi besoin d'une forte conductivité thermique. Inertie thermique pour stocker de la chaleur, conductivité pour pouvoir la redonner facilement. Quand vous faites une carte de matériaux de ce truc-là, c'est contradictoire. Une manière de faire ça, c'est de prendre une laine métallique qui vous assure la conductivité thermique et de mettre là-dedans un matériau qui a une transformation de phase dont la capacité de stocker l'énergie est précisément dans cette capacité d'avoir une transformation de phase. Ça peut être aussi bête que de la paraffine. Si vous regardez un cas de figure comme ça, vous voyez qu'on n'est plus dans une histoire de matériaux. On est vraiment dans une histoire de combinaison de matériaux d'architecture, de matériaux et de systèmes. Et quand je vous ai raconté ça, vous sentez qu'on est en train de développer le matériau sur mesure, mais en ayant en tête le cahier des charges pour lequel on le développe. C'est-à-dire on n'est plus avec un cahier des charges où on va chercher des solutions sur des étagères, on est avec un cahier des charges qui va diriger la fabrication du matériau, qui va diriger la conception du matériau. Alors voilà un exemple de ça, qui est un dispositif pour aider à la réduction du bruit dans les avions, qui est construit sur mesure, là cette fois-ci.
Et l'idée est d'être capable, non pas de dire je veux que l'avion fasse moins de bruit, il y a une manière qui est simple, c'est de l'empêcher de décoller. Il y a une autre manière qui revient à peu près à ça, qui est de modifier l'hydrodynamique du moteur d'avion pour qu'il fasse moins de bruit, mais évidemment, vous bousillez la thermodynamique du moteur, et là, les gens de la combustion ne sont pas contents. Vous pouvez aussi vous dire, je suis un physicien génial, donc je mets des systèmes qui ont piézoélectriques qui font une onde acoustique qui est juste en opposition de phase, à part que pour faire fonctionner ça à 1200 degrés dans la gamme de bruit d'un avion, vous êtes mal parti. Ou vous pouvez vous dire, bon, bah, en gros, une onde acoustique, c'est jamais qu'une onde de pression dans l'air. Il suffit que l'onde de pression pénètre dans un matériau poreux et qu'elle conduise à une dissipation par cisaillement dans un fluide qui a une viscosité suffisante, et bien vous allez avoir comme ça un absorbant acoustique. Donc vous avez besoin d'un matériau poreux, à porosité ouverte pour que l'impédance acoustique du matériau soit comparable à l'air, si vous voulez, à porosité fermée, parce que sinon ça va être de la poussière, ça ne va pas tenir, donc il faut que ça soit porosité ouverte et fermée, et vous faites un empilement de sphères creuses. Donc vous voyez ici une situation où vous ne prenez pas le matériau en disant tiens, j'ai un empilement de sphères creuses, non, vous vous dites j'ai tel spectre de bruit qui doit être absorbé à masse minimale, qui doit être absorbé dans une gamme de températures donnée, et qui me conduit à construire le matériau. Et le matériau, ben, ça va être un empilement de sphères creuses. J'ai le choix du matériau, le choix du mode d'assemblage. Je peux m'amuser à faire un traitement de surface qui l'empêche j'ai presque fini, d'être 5 minutes, bon, qui l'empêche d'être agressé par le milieu, ou au moins qui lui permet de résister à l'agression. Et puis pour ce qui est du spectre de bruit, ben, essentiellement, la manière dont le bruit va être absorbé, ben, c'est avec des ondes stationnaires qui vont être réfléchies sur les deux bords de votre absorbeur acoustique, et puis vous allez vous débrouiller pour concevoir la taille de vos sphères de façon à pouvoir s'optimiser, par exemple, pour absorber un pic donné, un fond continu donné, etc. Donc ce que je voulais vous donner dans cet exemple, c'est pas rentrer dans le détail de la conception du matériau, c'est de vous montrer de quelle manière on en vient à repenser la fabrication d'un matériau en fonction d'un cahier des charges donné. Alors, le dernier point, et je vous ai promis 5 messages, ça sera le dernier, un usage intelligent de la matière et de l'énergie pour un développement durable. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est une évolution de fond de la manière dont les matériaux et les procédés interviennent dans la conception de produits industriels. Et il y a évidemment des nouvelles demandes sociétales, il y a un développement rapide de la planète, comme vous avez remarqué, on est nombreux, avec des ressources qui sont nécessairement limitées, quoique la notion de ressources, c'est quelque chose qui est particulièrement délicat à manier, mais en tout cas, on se dit qu'on va essayer d'avoir une utilisation optimale des matériaux. Justement, on ne sait pas à quelle vitesse les ressources vont s'épuiser, mais en tout cas, si on utilise intelligemment les matériaux, elles s'épuiseront moins vite. L'idée qu'il y a derrière aussi, c'est de se dire, on a beaucoup pensé, si vous regardez toute l'histoire de l'utilisation des matériaux, le produit est consommateur de matériaux. On arrive à une situation où il va falloir repenser le produit comme source de matériaux. C'est toute l'idée de la mine urbaine, et je pense que c'est quelque chose qui va aussi renforcer les gens de la science des matériaux, comme les gens de la conception, comme les gens des procédés, à repenser leur manière de développer des matériaux pour les produits industriels. Alors, juste un dessin pour vous montrer, j'aime bien ce diagramme-là, parce que il a l'avantage de montrer quelque chose de très simple, et je pense que dans ces questions-là, une chose qui manque souvent, c'est le très simple pour commencer. C'est devenu une mystique de dire je vais faire des choses qui sont éco-friendly, c'est sympathique, ça fait plaisir à tout le monde, ça caresse votre élu dans le sens du poil. Maintenant, il faut quand même commencer par des calculs de dos d'enveloppe et se dire où est-ce que je veux vraiment faire l'effort. Et vous voyez ici un truc tout simple, vous regardez un avion, et vous regardez la partie, par exemple, en termes de consommation d'énergie, mais vous pourriez le faire de la même manière en termes d'émissions de CO2, suivant les différentes étapes dans la fabrication de l'avion, les matériaux, la manufacture, le transport des différentes pièces pour fabriquer l'avion et l'utilisation de l'avion pendant sa vie. Et vous voyez clairement, pour ce qui est de l'avion, c'est pendant l'utilisation qu'on bouffe l'essentiel de l'énergie. Donc ça veut dire que ça ne vaut vraiment pas la peine de se poser la question de savoir quel est le contenu énergétique de l'aluminium ou du polymère pour fabriquer l'avion. Par contre, ça vaut franchement la peine de se poser la question d'alléger l'avion. Vous prenez le cas de figure extrême, c'est le cas d'un bâtiment pour stocker les voitures. Le bâtiment pour stocker les voitures, le seul endroit où vous consommez de l'énergie, c'est en fabriquant le bâtiment. Parce que vous n'avez pas le chauffer, le bâtiment, sauf quand vous êtes au Canada. Et quand vous prenez maintenant une maison, ben, la quantité d'énergie que vous allez utiliser est à peu près pour moitié
dans les matériaux qu'on va utiliser et dans l'utilisation de la maison. Donc là, ça vaut le coup de se poser à la fois la question du contenu énergétique des matériaux et la question de l'efficacité énergétique des matériaux dans l'utilisation. Alors c'est des cas qui sont évidents, qui sont très simples, mais déjà se poser la question quand on essaye d'intégrer dans une procédure soit de choix de matériaux, soit de choix de procédés, soit de conception, ces questions d'impact environnemental, c'est déjà se demander où se trouve l'impact essentiel. Alors, ce dernier point, et j'en arriverai là, c'est que clairement, et ça les gens de la conception le font déjà, il faut intégrer cette dimension dans la conception, mais les conséquences qu'elle présente dans la maîtrise des matériaux et des procédés. Et là, je pense que les gens des matériaux et des procédés ont beaucoup d'efforts à faire sur la manière de repenser leur vision des matériaux en fonction de la manière dont on peut réutiliser le matériau déjà utilisé pour d'autres applications. Je vous remercie de votre attention.